Faisons un petit point récapitulatif avant de vous raconter le contenu de ce film, parce que ça commence à être assez fouillis tout ça. Et on est qu'au 3e film, sur 8. Alors, on apprend dans le sempiternel texte d'exposition qui n'a plus aucune raison d'être là, si ce n'est pour l'idée de rappeler vaguement un temps meilleur dans la franchise où chaque choix présent à l'écran avait un sens et un impact sur le spectateur, que Sally est morte à l'hôpital en 1977, qu'un seul membre de la famille Sawyer a survécu et a été arrêté puis exécuté. Son nom a été enregistré comme W.E. Sawyer, je sais pas trop qui c'est censé être à ce stade, peut-être Chop Top ou l'autostoppeur, je sais pas, et le film le dit pas. Et le texte nous explique que Leatherface était supposément une seconde personnalité que ce gars avait lorsqu'il portait un masque fait de peau humaine. Et je crois que le film ne prend pas en compte le 2, c'est jamais très clair, mais il y a aucune référence directe au 2e film à part un caméo non officiel et une citation gravée sur la nouvelle tronçonneuse de Leatherface. Et ce dernier a retrouvé sa blessure à la jambe du 1er film, mais n'a aucune séquelle de sa tronçonneuse dans le beat du 2e. Donc je sais plus trop moi. On débute le film sur un montage pas trop mal de la création du nouveau masque de Leatherface. Enfin, il serait pas trop mal si on restait sur ces gros plans pendant tous les crédits d'ouverture. Étrangement, on sort de cette ambiance sympa pour voir une nana qui observe Leatherface. Une nana qui va même pas servir à grand chose dans l'histoire, donc ça vaut vachement le coup de ruiner ton ambiance pour elle, ouais. Après ça, on retrouve notre couple de protagonistes qui doit aller de la Californie à la Floride pour amener une voiture au père de l'héroïne, Michelle. Son copain Ryan fait la tronche et n'arrête pas de râler parce qu'elle va partir faire des études. Michelle écrase un tatou en route, petit rappel au 1er film, et ce sera pas le dernier. Elle doit mettre fin à ses souffrances mais n'y arrive pas. Alors qu'il traverse le Texas, il tombe sur une route bloquée par la police à cause d'un pillage de tombes récent. Autre rappel au 1er film. L'officier les autorise à continuer leur voyage mais les prévient de ne surtout pas s'arrêter en route. Du coup, après ça, ils s'arrêtent en route, ils vont dans une station-service pour pisser, station-service dont le propriétaire est un espèce de mélange entre Drayton et l'autostoppeur du 1er film. Il va même jusqu'à faire le même coup de la photo forcée pour en demander du fric. Je vais pas souligner les clins d'œil au 1er film tout le long, ce serait vite lourd, croyez-moi. Un cow-boy texan plein de charisme, forcément qu'il est plein de charisme, il est joué par Aragorn, demande au couple s'ils peuvent l'emmener en bagnole. Michelle tombe sous son charme mais Ryan n'est pas trop pour. Michelle va alors aux chiottes avant de repartir et oui, on a compris que ce gars est crade, pas besoin de copier-coller Psychose pour nous le faire comprendre. Le cow-boy, Tex, le prend en flag et lui botte littéralement les fesses. Alfredo, ce gars, s'énerve et en bon texan va chercher son fusil à pompe. Michelle et Ryan se cassent sans Tex qui s'écroule après un coup de fusil dans le dos. À la station-service, Tex avait donné une direction à suivre à Ryan pour rejoindre l'autoroute. Ce dernier décide de suivre son conseil et de quitter la route principale. Durant la nuit, un pick-up qui ressemble à celui du 2e film les poursuit. Un cadavre de coyote est lâché sur leur voiture, ils se plantent sur le bord de la route et doivent changer une roue. Puis ils sont alors attaqués à la tronçonneuse par Leatherface qui est... Je crois qu'il a pas passé une bonne nuit de sommeil. Il se recasse mais se retrouve vite dans un accident apparemment causé par Tex. Ou alors c'est Michelle qui l'hallucine au milieu de la route. C'est pas très clair, mais en tout cas leur voiture part dans le fossé. Heureusement pour eux, le gars de la voiture d'en face est un survivaliste. Le couple lui dit qu'ils sont poursuivis par un gars avec une tronçonneuse. Benny, ce gars donc, leur donne des cachets qui les endorment en 2 minutes. Pourquoi il leur donne ça alors qu'ils sont au milieu de nulle part? Et c'est quoi comme médoc pour faire effet aussi vite et s'estomper 2 minutes plus tard? Bon, les deux s'endorment puisque visiblement le scénario a besoin de s'en débarrasser. Benny arrête une voiture sur la route et tombe sur Tinker qui porte une jolie boucle d'oreille. La même que le coyote et le tatou. Je me demande s'il est gentil. Donc, Tinker propose d'aider Benny, mais ce dernier commence à le suspecter lorsqu'il voit une tronçonneuse à l'arrière de son pick-up. En bon texan, Benny va chercher son fusil, et en mauvais survivaliste, Benny met des plombes à charger son arme, et Tinker lui fonce dessus. Ensuite, Benny tombe sur Leatherface, ils font la bagarre, Leatherface fait tomber sa tronçonneuse qui continue de tourner dans le vide, parce que pourquoi pas, puis Leatherface sort une Dremel de son cul pour attaquer Benny. Pour ceux dans le fond, une Dremel, ça se branche. Sur une prise. Bref, la meuf inutile du début du film aide Benny à s'en sortir, Michelle et Ryan se réveillent, Benny et la meuf inutile discutent, on découvre qu'elle est la seule survivante de son groupe d'amis attaqués par une famille de tarés cannibales, Benny se barre et c'est une fin de tournage pour la meuf inutile. Et c'était dans son nom, hein. Ryan et Michelle tombent à leur tour sur Leatherface, Ryan se fait avoir mais Michelle trouve une maison dans laquelle elle cherche de l'aide. Ce film est tellement original, je me demande ce qu'elle va trouver dans cette maison au milieu de nulle part. Oui, c'est la maison des Sawyer, oui, tout le monde le sait. Elle rencontre une petite fille qui s'avère être aussi tarée que le reste de la famille. Ah oui, c'est vrai que c'est censé être un retournement de situation, mais Tex est un Sawyer aussi. Et Tinker. Et Alfredo. Écrire une histoire originale, c'est dur, ok? Soyons un peu indulgents. On se retrouve alors face à une nouvelle scène de dîner. Non, mais ça va là, oh! Au bout d'un moment, je peux me remater le premier film à ce compte-là, hein?
Bon, alors on rencontre la totalité de la famille, à part pour Alfredo qui a l'air d'être le rejeton que personne n'aime. On a Mama, la mère de ces quatre-là, qui a l'air d'avoir eu un cancer de la gorge qui l'oblige à parler par un tube installé dans son cou. La petite sœur qui n'a ni nom ni personnalité, Tinker qui essaye de prendre le rôle de chef de famille autant qu'il le peut, Tex qui s'occupe des tâches ménagères que Mama ne peut plus faire, cousin Leatherface qui ressemble à Christophe Lambert pas frais, et qui vient d'arriver suite à Massacre à la tronçonneuse 1 ou 2 en fonction de quelle continuité vous choisissez, et bien sûr l'habituel, l'inéluctable Papy qui cette fois-ci n'a pas l'air de vouloir se réveiller. La famille Sawyer nous offre quelques échanges intéressants, ils ont quelques tensions familiales mais ont l'air de s'aimer profondément. Pendant ce temps, Benny se balade dans la forêt et tombe sur Alfredo qui jette des morceaux de corps dans le marais. Il le tue rapidement et fait son petit bonhomme de chemin vers la maison des Sawyer. Leatherface joue avec un de ces jouets / ordinateurs des années 90 qui sont censés vous apprendre à parler. Mais il est pas très doué. On retrouve la famille autour de la table. Tex s'apprête à saigner Ryan pour nourrir Papy, faut bien qu'il ait son chèque de protéines pour maintenir ce physique d'athlète, mais la petite fille insiste pour apprendre à préparer sa bouffe comme une grande, et déclenche elle-même le lâcher de marteau qui tue Ryan. C'est ensuite au tour de Michel de se faire découper par Leatherface avec sa toute nouvelle tronçonneuse chromée offerte avec amour par Tex. Mais Benny arrive à la rescousse, il tue Mama, tire dans l'oreille de Tinker et Michel parvient à sortir de la maison. Leatherface poursuit Michel alors que Benny fait face à Tex, le tout sur une musique métal. Mais malheureusement c'est monté avec les fesses donc c'est pas très impressionnant. Benny fait sauter Tex avec le pick-up, Michel se fait prendre par un des pièges installés par les Sawyer, du coup Leatherface la rattrape dans le marais. Pendant que Michel ne sert à rien dans le fond, c'est Benny qui se bat avec Leatherface, qui laisse à nouveau tomber sa tronçonneuse, qui continue à nouveau de tourner sans que personne ne tienne la sécurité. Benny se fait apparemment décapiter sur la tronçonneuse qui tombe toute seule, et Leatherface se prend plein de coups de rocher sur la tête. Mais bon, c'est dur de croire qu'il pourrait crever à cause d'un caillou. Quel super climax. Pour finir, on retrouve Michel au petit matin dans le désert, elle se fait rattraper par un pick-up, panique un peu, mais t'inquiète, c'est Benny qui a ressuscité d'une décapitation, mais qui a quand même une petite égratignure sur le front, faut pas déconner. Et histoire de rendre ça encore plus anticlimactique, Alfredo réapparaît comme par magie à l'arrière du pick-up, tente de les attaquer mais se prend un coup de fusil, son cadavre disparaît aussi vite qu'il est apparu, et Benny et Michel roulent ensemble vers le soleil levant. Fin. Ah, et Leatherface est en vie. Bien sûr. Sorti en janvier 1990 aux États-Unis et en juin 91 en France, est réalisé par Jeff Burr. Ce dernier avait été engagé pour réaliser le film, puis quasiment de suite viré, mais comme personne ne voulait du taf, il a été repris. C'est un bon début de prod, ça. Il voulait filmer au Texas en 16 mm exactement comme l'original. Mais New Line, les producteurs du film, même si sur IMDb il y a marqué que c'est Nicholas Entertainment qui a produit le film, alors qu'il y a littéralement le logo de New Line dans le film, et si vous allez voir les crédits de Nicholas Entertainment, il y a que 4 crédits en comptant ce film, et c'est tous des films de New Line. Mais c'est quoi cette conspiration? Pourquoi c'est pas New Line qui est crédité? Mais c'est qui Nicolas, bordel? New Line, donc, a refusé l'idée de Burr d'aller tourner au Texas, puisqu'ils avaient déjà construit la baraque des Sawyer en Californie, maison qui a aussi servi pour un clip d'Alice Cooper. Ce serait pas une vidéo de la tasse s'il n'y avait pas des infos inutiles, hein. Donc ce film est le seul Texas Chainsaw Massacre qui n'ait pas été tourné au Texas. Et c'est pas la seule décision hâtive prise par New Line. Loin de là. Le trailer du film, connu pour n'avoir absolument rien à voir avec le film, être méchamment cool et parodier le film Excalibur sorti en 81, ce trailer-là, donc, qui avait réussi à créer une sacrée hype autour de la sortie du film, a été tourné avant même que le studio n'ait monté une équipe ou même trouvé un réalisateur pour le film. C'était très littéralement que du bon marketing avec rien d'autre. Et vous vous en doutez, du coup, si l'équipe n'était même pas montée, le Leatherface de ce trailer n'est pas du tout celui du film joué par R.A. Mihailov. Non, celui-là est joué par Jason Voorhees lui-même, Kane Hodder, qui a interprété Jason de Vendredi 13, 7 à 10. Ça fait beaucoup de nombres, mais je suis sûr que vous pouvez suivre. Il a même techniquement aussi joué Michael Myers dans un court-métrage sorti en 2012. Et il a interprété Ed Gein dans un film vraiment pas très bon, mais du coup il a joué le gars qui avait inspiré le personnage de Leatherface à la base. D'ailleurs, Ken Foree qui joue Benny sera plus tard dans le Halloween de Rob Zombie. Et Dwayne Whittaker et Caroline Williams, donc Stretch qui revient dans ce film pour un caméo pas vraiment officiel en tant que journaliste, seront dans Halloween 2 de Rob Zombie. Et William Butler, celui qui joue Ryan, et Jennifer Banco, celle qui joue la petite sœur, étaient eux dans Vendredi 13 7 avec Hodder. Et Joe Hunger était dans le premier Nightmare on Elm Street, aussi produit par New Line. Tant de liens, si peu de temps. Et bref, oui, Kane Hodder était en réalité le coordinateur des cascades sur le film, et du coup la doublure de Mihailov à l'écran. Il n'a joué Leatherface dans le trailer que par hasard. Et il a le second mulet le plus impressionnant de la Terre. Le troisième.
Non, je vais pas me lancer dans un classement de mulets, j'ai pas le temps. Tant que je peux parler des faits divers et variés sur la production de ce film, les 2 tronçonneuses chromées créées pour le trailer et pour le film, appelées les Chromium Excalibur Chainsaws, ont été créées par Paul Byers, un property master, ce que je traduirais très littéralement comme chef accessoiriste, mais c'est pas un secteur que je connais très bien, donc peut-être que ça porte un autre nom en français... Sûrement. Il est très prolifique et assez connu à Hollywood, mais bosse surtout dans la série. J'ai pas souvent l'occasion de parler des accessoiristes, donc j'en profite. Chacune de ces tronçonneuses ont rapporté 3000 $ à Byers, et autant celle du trailer qui parodie Excalibur que celle du film sur laquelle est gravée la fameuse ligne de Drayton dans Massacre à la tronçonneuse 2, sont trop cool. J'aurais aimé qu'elle soit mieux présentée et mieux utilisée dans le film, parce qu'en l'état, elle sert pas à grand chose. Ça aurait pu être n'importe quelle autre tronçonneuse, personne l'aurait remarqué. C'est con, tant d'efforts pour rien en faire quand même. Comme ses prédécesseurs, ce massacre à la tronçonneuse a eu droit à énormément de coupes, de modifications et de décisions douteuses des producteurs. Oui, la série est pas mal maudite à ce niveau-là, oui. Beaucoup de scènes gore ont été virées de ce que devait être le film à la base, dont la fin violente de ce qui, je pense, est devenu le personnage de Ryan, qui devait mourir à poil, découpé en 2 par le milieu alors qu'il était pendu par les pieds. Et ça, c'est qu'une seule des scènes abandonnées, hein. Il y avait aussi une scène où Leatherface devait enlever son masque à un moment, ce qui révélerait un visage complètement déformé. Scène qui a été enlevée, mais réutilisée dans le remake de 2003. Oui, on va en reparler dans un moment de celui-là. Et en plus de la multitude d'idées avortées dont on va reparler, et sûrement encore plus qui restent en vie seulement dans la tête de Jeff Burr, en post-production, New Line a insisté pour couper, enlever, virer, remonter et carrément re-shooter le film afin d'éviter une classification 18+. Apparemment, mais c'est une info un peu compliquée à vérifier pour le coup, le film aurait été présenté 11 fois au comité de classification des films aux États-Unis, la MPAA, Motion Picture Association of America. À chaque fois, il se retrouvait classifié en X, l'équivalent du 18+. Et à chaque fois, les producteurs coupaient toujours plus le film pour qu'il passe en dessous de cette classification, qui empêcherait la sortie du film dans pas mal de cinémas qui refusaient de passer des films classifiés X à l'époque, puisque c'était très souvent des pornos en fait. Ça vient de là, film X. Ouais, j'offre de la culture, moi, madame. Avec toutes ces coupes, à sa sortie, le film est donc passé d'interdit au moins de 18 ans à interdit au moins de 17 ans. Très utile tout ça. Avec le temps, le film est passé en interdit au moins de 14 ans par-delà l'Atlantique, puisque très sincèrement, si on ne voyait rien de violent dans l'original, ici, même ce qui est suggéré est pas très impressionnant. À la base, le personnage de Benny devait mourir, ça se sent beaucoup dans le film que c'est ce qui était censé arriver. Mais après les premiers screen tests, qui sont en gros des séances devant un public test pour déterminer un premier avis global sur le film, avis qui ont été très positifs vis-à-vis du personnage de Benny, New Line a insisté pour qu'il survive. Donc la dernière séquence du film a été rajoutée à la dernière minute de manière très maladroite, sans demander quoi que ce soit à Jeff Burr. New Line a tourné ça avec le monteur, Michael New, sans jamais dire à Burr ce qu'il faisait. Il a littéralement découvert cette fin en allant voir le film au cinéma. Chic. Tout ça pour que Benny et Leatherface s'en sortent, même si on les a clairement vus se faire tuer. Ouais, il y a une petite égratignure, hein, ça passe. Et Leatherface... Oh bah ta gueule, il a survécu, c'est tout. Qui veut de la logique dans un film d'horreur, de toute façon. Jeff Burr voulait à l'origine une fin où l'héroïne s'échappe seule à travers les marais dans la nuit. Elle arrive à un commissariat de police, tout est bien qui finit bien, jusqu'à ce qu'on voit une tronçonneuse sous le bureau du flic. Le but était de suggérer que dans la petite ville où habite la famille Sawyer, tout le monde est dans le coup. C'est une ville de tueurs cannibales. Si vous vous rappelez la vidéo précédente, c'était l'idée qu'avait eu Toby Hooper et Kim Henkel pour Massacre à la tronçonneuse 2, et qui avait été abandonnée. Ça, c'était la première idée de fin, celle qui a été refusée par New Line avant le tournage. Celle qui a été tournée par Burr, donc pas celle qu'on voit dans le film, hein, celle-là on va l'appeler la NLTE, la New Line t'encule. Celle de Burr donc devait montrer Benny se faire tuer de manière bien plus visible. Après ça, Tex, complètement brûlé, rattrape Michelle, mais elle parvient à le pousser sur l'un des pièges de la famille Sawyer, sur lequel Tex se fait empaler. Ensuite, on a la scène de Leatherface qui se fait éclater la tronche à coups de cailloux. Au petit matin, on la retrouve sur le bord de la route, elle croise une voiture de police, mais sur la banquette arrière se trouve la petite fille qui se met à rigoler. Michelle craque et se met elle aussi à rigoler, et le plan final est un sticker qui dit « Don't mess with Texas ». C'est loin d'être une fin parfaite. Perso, je préfère l'idée qu'avait eu Burr à la base, même si elle était un peu exagérée, en plus de référencer une idée de Hooper lui-même, ça aurait été une fin à plus large échelle que ce qu'on a l'habitude de voir dans Massacre à la tronçonneuse. Mais on peut voir dans cette fin filmée par Burr la réponse à énormément de problèmes de la fin NLTE. Une fin satisfaisante pour Benny et Tex, ce que devient la petite fille, qui disparaît comme par magie dans la NLTE, Alfredo ne revient pas à la vie tel le phénix le plus pervers de l'univers, Leatherface non plus ne réapparaît pas, et si on plisse les yeux, on peut en conclure que la police est effectivement dans le coup, comme dans la première fin imaginée par Burr. Mais non, New Line est venu massacrer ça, a viré des scènes entières déjà tournées et rajouter des ressuscitations à la pelle jusqu'à ce que ça devienne une blague, juste pour faire plaisir aux spectateurs test.
Il y a une leçon importante à apprendre quand tu fais du cinéma. Les spectateurs ne veulent pas réellement ce qu'ils demandent. C'est pas parce qu'un groupe test préférerait qu'un personnage survive qu'il faut le leur offrir. Les émotions négatives sont une grande partie de l'expérience de visionnage. Allez-y, amusez-vous à lister les personnages que vous auriez préféré voir survivre. Et posez-vous la question, est-ce que le fait qu'ils ne survivent pas ne fait pas partie de l'amour que vous leur portez? Je sais pas vous, mais voir mes personnages préférés mourir, même si ça me fait chialer, ça me fait chialer, c'est des émotions fortes, c'est exactement pour ça qu'on va voir des films, qu'on lit des bouquins, des BD en tout genre, qu'on écoute de la musique triste volontairement, qu'on peint ou sculpte des scènes de mort dramatiques. On n'a pas envie de les voir, mais on a envie de les voir. New Line avait récupéré les droits de Massacre à la tronçonneuse, notamment parce que leur série de films Nightmare on Elm Street approchait de sa fin, en théorie. Ils voulaient remplacer leur succès horrifique, mais comme le film a fait un flop au box-office, ils ont laissé leurs droits sur Massacre à la tronçonneuse expirer. Ils se sont pas dit que c'était de leur faute avec le travail de boucher atteint de Parkinson qu'ils ont fait les yeux fermés sur ce film. Non, c'était forcément que la franchise n'avait plus rien à offrir. Après avoir découvert tous ces délires de coulisses entre Jeff Burr et New Line, je déclare officiellement que le film que voulait faire Burr, même si loin d'être parfait, devait être hyper respectueux de l'original, être bien plus terrifiant que celui qu'on a eu, et surtout beaucoup plus intéressant. Mais il reste quelques éléments de ce cadavre qui ont essayé de survivre au massacre. Burr nous présente sa propre petite version d'une famille cannibale texan, en se permettant de s'éloigner du trio de têtes que l'on connaît. J'ai tenté de faire un arbre généalogique de ce que j'ai compris des Sawyer, je suis pas complètement sûr qu'il soit correct, mais c'est ce que j'ai compris avec les 3 premiers films. Ces nouveaux personnages sont assez intéressants, et sincèrement, bien joués. Oh, ils sont peut-être un peu clichés, surtout la petite fille qui, à part être une petite fille qui fait peur, n'a pas vraiment de développement, alors que ses frères et sa mère, en finalement très peu de dialogue, ont chacun des personnalités distinctes. On a le pervers énervé mais bon à rien, l'aîné qui essaye de maintenir l'ordre familial en prenant le rôle de chef de famille, le tout en se fichant bien de la gueule de ses victimes, et d'ailleurs il est marrant que l'on sache ou non qu'il est vilain, c'est bien fait. Et au cas où ce soit pas clair après toutes mes vidéos, j'aime bien les détails qui ne sont pas soulignés dans un film, mais qui racontent une histoire à eux tout seuls. Et pour le coup, Tinker et ses boucles d'oreilles placées sur la faune locale permettent d'imaginer plein de théories sur ce qu'il fait pendant son temps libre. Ça rend la vie de tous les jours de cette famille beaucoup plus concrète même si elle n'a pas d'importance directe dans le film. Les détails narratifs de ce genre permettent en général aux spectateurs d'avoir conscience du monde qui entoure les personnages sans forcément s'en rendre compte. Tout ça pour dire, des boucles d'oreilles, c'est cool. Voilà. Ensuite, on a la maman qui visiblement a beaucoup trop fumé toute sa vie. Alors c'est particulier parce que son personnage est très basique. C'est la maman que tous les enfants adulent, qui représente un amour profond mais émotionnellement autoritaire. Quand Drayton passait son temps à gueuler, menacer et frapper ses frères, elle fait respecter l'ordre par la gentillesse. Ce qui est une super idée de placer cet amour finalement très simple et pur dans une famille de tueurs cannibales. C'est pas une idée révolutionnaire, hein, loin de là, mais c'est le genre de dynamique que tout le monde peut comprendre et identifier très vite, ce qui permet de laisser plus de temps au développement plus complexe des autres personnages. J'ai l'impression de relire tous mes cours de scénar dans cette vidéo. J'espère que vous êtes tous des écrivains en herbe, sinon vous venez de dédier de nombreux neurones à beaucoup d'infos inutiles. Après ça, on a le frangin du milieu, qui a l'indéniable avantage d'être joué par un jeune Viggo Mortensen, qui part d'un personnage de cow-boy basique pour ensuite virer assez subtilement en nouvelle figure maternelle de la famille, puisque la mère ne peut plus s'occuper de la maison. C'est assez discret, mais c'est lui qui a des attentions pour chacun des membres de la famille. Même Leatherface qui vient d'arriver, il prend le temps de lui faire une nouvelle tronçonneuse pour lui faire plaisir. Il est heureux d'apprendre à sa sœur les connaissances familiales, il fait la cuisine, il porte un apron qui me fait penser à celui de Leatherface dans le premier film. Alors qu'il se ressemble pas, hein. Mais ça c'est le genre de clin d'œil que j'aime. Ils lui ont même fait porter du vernis à ongles, sans appuyer dessus, sans qu'aucun personnage ne le fasse remarquer. J'aime particulièrement Tex, parce que, bon, les films d'horreur ont tendance à pas être très subtils avec les hommes aux caractérisations féminines. Là, personne n'appuie sur son rôle, on le voit pas qu'il met son vernis, d'ailleurs tu clignes des yeux, tu le rates, son beau rouge vif. Ils nous ont pas fait le coup de la perruque, du rouge à lèvres, en tout cas pas sur lui. C'est juste un gars qui s'occupe de sa famille, pas par obligation, mais parce qu'il aime profondément le faire. Cette famille, à part la petite sœur qui est pas si intéressante que ça, et Leatherface, dont on va reparler, elle est hyper convaincante. C'est le bon point du film pour moi, les dynamiques qu'ils ont entre eux et l'amour qu'ils se portent jusqu'à la fin. D'ailleurs, la seule scène dont je me rappelle du film, c'est celle où toute cette petite famille est réunie dans le salon pour préparer leur prochain repas. C'est là qu'on a le plus de dialogue entre chacun d'entre eux, le plus de représentation de dynamique interne de la famille. Tout le monde a sa place ici, mais tout n'est pas tout rose depuis que Leatherface est arrivé. Oui, au milieu de tout ça, il tue un des héros, mais c'est des détails.
Le film est à ça de nous faire ressentir une réelle empathie pour une famille de tueurs en série cannibales. Empathie qui me rappelle énormément The Devil's Reject, qui réussit là où Massacre à la tronçonneuse 3 a échoué de justesse. Ça m'étonnerait pas du tout que si Burr n'avait pas eu affaire à des producteurs qui n'en avaient absolument rien à foutre de la franchise, s'il avait réellement eu l'occasion de faire son film, on aurait peut-être eu droit à un film qui nous ferait aimer les antagonistes au point qu'on soit de leur côté, comme pour Devil's Reject qui ne sortira que 15 ans plus tard tout de même. Mais le film est très court et ne se concentre pas que sur la famille, mais aussi sur les 3 protagonistes qui, eux, pour le coup, sont plutôt plats, même s'ils sont pas insupportables, hein, juste c'est des héros de films d'horreur. Rien de plus, rien de moins. Mais ça nous empêche d'être complètement du côté des méchants. C'est dommage. À seulement 3 films dans la franchise, j'ai déjà abandonné l'idée de retrouver le Leatherface violent, touchant et réaliste à l'extrême du premier film. Adieu. Ce Leatherface n'a plus rien de réaliste, donc on dirait que la seule directive donnée à Mihailov était de lever ses bras au-dessus de sa tête. Parce que c'est ça qui fait peur chez Leatherface. C'est absolument rien d'autre. Allez voir ça si vous l'avez raté, je vais pas réexpliquer pourquoi Leatherface était particulièrement terrifiant dans le premier film. Abonnez-vous. Donc, Leatherface, je rappelle que ce personnage ne parle pas, que tout ce qu'on sait de lui doit passer par ses actes, et donc sa façon de bouger en très grande partie. C'était très bien géré dans le premier film, puisque Gunnar Hansen avait eu la possibilité de développer le personnage de son côté, de lui attribuer des caractéristiques qui lui semblaient logiques, et de faire les recherches qu'il fallait pour que tout cela traverse l'écran. Ici, le Leatherface de Mihailov est réduit à un grand idiot violent, ce qui représente la pire lecture qu'on pourrait faire de Leatherface. C'est la plus basique, premier degré, irrespectueuse de tout le travail qui a été fait dans le premier film pour développer un personnage atteint d'un retard mental en évitant spécifiquement ces clichés. Pour un fan du premier film, Burr traite pas très bien notre Leatherface adoré, sincèrement. Et pour enchaîner sur la gestuelle, parlons un peu des tronçonneuses. Ok, c'est cool qu'il ait une tronçonneuse chromée, ça je l'ai déjà dit, mais le truc, c'est que souvent dans le film, l'accessoire utilisé est une réplique légère qui ne fonctionne pas. Du coup, l'acteur va forcément bouger différemment avec une réplique cheapos qu'avec une vraie tronçonneuse. Dans l'original, certes, c'était très clairement dangereux, mais ça se sentait que Leatherface avait une véritable tronçonneuse dans les mains. Il faisait un minimum gaffe histoire de pas se couper une jambe. Enfin, il a essayé. Et, par pitié, il a pas besoin d'avoir la plus grosse. Il en faut une maniable. S'il vous plaît, me citez pas. Tout ça pour dire que la gestuelle de Leatherface dans le premier film, elle était terrifiante parce que tu ne manies pas une tronçonneuse comme tu manies un bout de plastique vide. Une tronçonneuse, même une petite, c'est super lourd. C'est bizarre à tenir avec ce gros morceau dangereux à éviter. La sécurité qu'il faut tenir pour que la chaîne tourne, le poids complètement réuni à la base, le retour de choc quand tu touches quelque chose, toute cette gestuelle, Gunnar Hansen l'avait naturellement puisqu'il tenait une vraie tronçonneuse. Ici, la tronçonneuse n'a aucun poids. En plus de pas du tout fonctionner comme une vraie tronçonneuse. Oui, je m'étale sur le sujet, mais je rappelle que Leatherface est défini par ses mouvements et ses masques. Et on n'a toujours pas retrouvé l'idée des différents masques du premier film d'ailleurs. Ses gestes sont sa façon de s'exprimer. Sa façon de bouger devrait être une priorité. Et étant donné qu'on le voit pas beaucoup dans ce film et que ces rares moments incluent dans l'extrême majorité des cas une tronçonneuse, oui, c'est important que tout ça paraisse vrai, puisque Massacre à la tronçonneuse à la base joue la carte du réalisme à fond. Mais en plus du personnage qui ne se ressemble plus du tout, il agit plus de la même manière non plus. Ce Leatherface est violent. Je vais pas essayer de vous faire croire que le premier l'était pas, mais il est violent envers tout le monde, même sa famille. Ce qui contredit tout ce qu'on sait de lui, puisque jusqu'à présent c'était la famille avant tout pour tous les Sawyer. Ils l'ont même gravé sur sa satanée tronçonneuse. C'est pas logique que Leatherface tienne tête à Tinker et lui fasse mal. Il n'a jamais cherché à prendre un rôle dominant dans aucun des films. La plus grosse rébellion qu'on l'ait vu mener, c'était lorsqu'il a refusé d'obéir à un ordre dans le deuxième film, mais il avait quand même laissé son frère obéir à sa place. Leatherface n'est pas un rebelle. Je sais bien qu'il pourrait évoluer dans ce sens-là, mais là c'est la première interaction qu'on le voit avoir avec Tinker. Y a rien qui nous a indiqué avant ça qu'il pourrait ne pas aimer cette famille. Il participe au plan pour ramener de la viande fraîche à la maison, il reçoit un cadeau de Tex, il aime Mama à la folie comme on voit un peu après, et adore jouer avec la petite sœur. Tout nous indique qu'il s'est bien intégré à la famille. Ça sort d'où cette rébellion? Pire encore, ça ne mène à rien dans la suite du film. Il finit pas par désobéir à Tinker ou se retourner contre la famille. Cette interaction ne sert à rien. Si le but était de montrer que Leatherface avait du mal à accepter son changement d'environnement familial, pourquoi il s'entend avec tout le monde alors? En voulant faire de Leatherface à la fois un frère aimant et un personnage violent, forcément les messages se brouillent entre eux et créent des incohérences gênantes dans le personnage dont le nom est à l'affiche tout de même. S'il y en avait un pour lequel il fallait faire particulièrement gaffe, c'était lui. Mais ce qui m'embête le plus avec ce Leatherface,
c'est que cette scène et celle du jouet qui lui apprend à parler sont les 2 seules scènes qui se concentrent sur lui. C'est littéralement les 2 seules minutes de développement que l'on a du personnage titulaire du film. Tex, Tinker, Michel, même Benny, chacun ont droit à plus de développement que Leatherface. Ça me donne l'étrange impression de regarder un petit film d'horreur sympa mais boiteux dans lequel on a téléporté Leatherface. Si vous l'enlevez, vous pouvez avoir le même film à quelques petites différences près. Le nom sur l'affiche, littéralement le seul lien avec Massacre à la tronçonneuse, n'a aucun poids dans l'histoire. Mais c'est tout simplement parce que Leatherface n'est pas fait pour être une tête d'affiche de slasher. Son personnage dépend de ses interactions avec sa famille dans chacun des films. Freddy fonctionne très bien tout seul. Jason et Michael sont plus des silhouettes menaçantes que des personnages. Pinhead, sa tête toute seule nous suffit à imaginer un univers d'horreur corporelle viscérale. Mais Leatherface, en tout cas le Leatherface d'origine, il lui faut une famille manipulatrice pour l'obliger à être violent. Mais cette famille, à ce stade, elle est plus là. Mais dis donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres films de la franchise qui essaieront de ne tenir que sur les épaules toutes gentilles de Leatherface. Burr est clairement fan du premier Massacre à la tronçonneuse, et je suis très heureuse qu'un gars comme lui ait eu sa chance à la réalisation d'une suite. Si on oublie à quel level dans Tourloupe, New Line la lui a faite. Le film est bourré de clins d'œil pas très subtils au premier opus. Il y a même une scène directement prise de Psychose. C'est cool les références et les hommages, hein. Le premier Massacre à la tronçonneuse faisait pas mal référence à Psychose sans être aussi visible que ça. Dans l'idée, les petits clins d'œil c'est cool si on est fan de la saga, mais... Et ben là, il a carrément repris des éléments scénaristiques du premier. Dès qu'on voit le gars de la station-service et à quel point il ressemble à l'autostoppeur du premier opus, on a deviné tout le film. Et principalement le twist de « Ah, Vigo, en fait, c'est pas un gentil. Et, ah, en fait, son frère, c'est pas un gentil non plus. Ah, en fait, la petite fille, c'est pas une gentille. » Ça va, je pense qu'on a compris. Pareil pour le coup de la maison au milieu de nulle part. Les clins d'œil nombreux ajoutés au scénario qui ressemblent beaucoup au premier opus donnent l'effet d'un film, qui a pas vraiment d'idée à lui. Ça se voit que Burr a voulu faire comme Hooper. C'est un vrai fan. Mais ce film est l'exemple parfait pour démontrer qu'une suite doit se détacher un minimum de l'original pour avoir un quelconque intérêt. Les meilleurs moments du film ne sont pas ceux tirés du premier. La relation entre Tex et Tinker, par exemple, est super intéressante. Les indices qui nous racontent à quoi ressemble leur vie de tous les jours aussi, pas que les boucles d'oreilles. Hein. Par exemple, dans les films d'horreur qui se veulent réalistes, comme ça on a pris l'habitude d'imaginer que les meurtres se font dans une pièce spéciale. Généralement c'est genre le sous-sol. Même dans le premier Massacre à la tronçonneuse, Leatherface a sa pièce rouge dans laquelle il prépare la viande. Mais ici, la famille commet ses meurtres dans le salon. Ils s'en foutent de cacher ce qu'ils font. On peut imaginer que c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne se feront jamais choper, ou si on reprend ce que devait être la fin originale, si toute la ville est dans le coup, à quoi bon cacher leurs crimes? C'est un détail, mais narrativement ça nous en dit beaucoup sur la famille et le monde qui les entoure. Mais voilà, il y a que les détails du film qui sont comme ça. L'histoire globale, elle est vide. Contrairement aux deux qui avaient un très bon début, un deuxième acte qui servait à rien et une fin complètement pétée, ici il n'y a pas vraiment de moment qui soit bon, mais il n'y a rien d'absolument nul non plus. En termes de rythme global et d'implication du spectateur, c'est plat. On rajoute à ça une technique pas vraiment maîtrisée, par exemple il y a plein de moments de montage qui ne fonctionnent pas du tout. Alors bien sûr, pour beaucoup de scènes c'est sûrement dû au travail d'orfèvre alcoolique de New Line, mais pour d'autres, il n'y a pas de raison que ce soit aussi mauvais. Typiquement, la scène où Alfredo prend une photo de Michel, le rythme il est foutu par la fenêtre là. Pareil pour à peu près tous les combats du climax. C'est monté avec le popotin, mais là pour le coup je pense que c'est surtout dû à New Line. Ou peut-être que c'était un travail d'équipe, je sais pas. Le film est parsemé de petits détails qui ne vont pas. On est censé être au Texas dans un désert, mais on peut voir souvent des montagnes et des lumières d'habitation. Le Texas c'est complètement plat pour ceux qui savent pas. On peut dire coucou à l'équipe de tournage. Ici, coucou. Les cachets que prennent Michel et Ryan font effet en 2 minutes et s'estompent en 2 minutes. Alfredo est tué puis son corps disparaît comme par magie. Et cette tronçonneuse m'a complètement sorti du climax. C'est fou. Déjà avec son poids elle devrait s'enfoncer super vite dans le marais. C'est beaucoup plus lourd que ça en a l'air une tronçonneuse, croyez-moi. Et ça tourne pas tout seul. Vous imaginez si une tronçonneuse pouvait continuer à tourner quand on la pose? Ce serait encore plus dangereux que ça l'est déjà. Bref, cette satanée tronçonneuse n'a aucun sens et c'est le genre de truc qui me fait complètement arrêter de m'investir dans un film. Je vais vous donner des cours de tronçonneuse à chaque épisode, hein. Mais tout n'est pas à jeter. Par exemple, l'humour saupoudré un peu partout dans le film est beaucoup plus naturel que dans le deuxième opus. Plutôt que des situations censées être drôles en elles-mêmes et autour desquelles on a greffé un film, ici ce sont des situations normales dans lesquelles les personnages interagissent avec humour. L'exemple parfait étant Tinker qui se fout complètement de la gueule de Benny, qui concrètement réagit très bien à une situation de danger.
L'évolution de l'héroïne est aussi plus claire que dans le deuxième film. Michelle peut même pas achever un tatou blessé au début et finit par tuer de bon cœur des membres de la famille Sawyer. Le parallèle est clair et satisfaisant, alors que l'évolution de Stretch était parasitée par beaucoup trop d'éléments fouillis dans Massacre à la tronçonneuse 2. C'est fou, il y a un truc enfoui sous un très mauvais montage, une écriture beaucoup trop fanboy et des décisions de studio incompréhensibles. On peut voir les restes d'un bon film. La nouvelle famille, les personnages de Michel et Benny qui sont plutôt cool, le bon jeu d'acteur, les détails de narration secondaires, les parallèles, les morts violentes auxquelles on n'a pas eu droit au final, et même les quelques clins d'œil les plus subtils au premier opus, tout ça aurait pu fonctionner. Et il faut pas croire que c'est uniquement la faute de New Line si le film a fini par être aussi mauvais. Il y a beaucoup de problèmes d'écriture très basiques qui sont sûrement pas dus à leur intervention dans tout ce pataquès. Mais bon, en vrai, le plus gros souci de ce film, c'est qu'on se fait chier. Bon, ce film est pas si horrible que ça, vraiment, c'est juste qu'il est oubliable, c'est dommage. Donc la prochaine fois, ce sera Massacre à la tronçonneuse 4. Ça risque d'être assez court comme épisode, vu le contenu du film. On verra bien. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous. Ciao!